Si vous étiez piégé dans une ville envahie par des zombies voraces, que feriez-vous? Ces créatures ressemblent à des zombies ordinaires, mais avec une touche plus inquiétante. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les zombies hypersexuels dans The Sadness. Ce couple est sur le point d'être séparé par une invasion de zombies. Alors qu'ils dorment dans leur lit, ce photographe Jim réveille sa petite amie Kat juste avant que son réveil ne sonne. Elle se lève pour aller travailler tandis que son petit ami la supplie de prendre sa matinée. Mais Kat lui explique qu'elle doit assister à une réunion importante et lui rappelle qu'ils partent en voyage la semaine prochaine. Du coup, Jim lui dit qu'il pourrait avoir un shooting avec une agence de pub allemande, ce qui signifie qu'il ne pourra pas venir. Sa copine lui reproche de ne pas le lui avoir dit plus tôt, surtout qu'elle ne peut prendre que 10 jours de congé par an. Plus tard, il fait défiler son téléphone et voit plein de posts sur des zombies. Il clique sur cette vidéo qui montre un présentateur confrontant un médecin et il interroge la profession médicale sur la peur suscitée par le virus Alvin. Le médecin explique que ce virus présente des similitudes avec la rage avant d'être brutalement interrompu. Jim ignore l'avertissement, ne réalisant pas que ce médecin tente en fait de sauver la vie de tout le monde. Il regarde dehors depuis le balcon et remarque une vieille femme qui regarde dans le vide. Jim l'appelle pour voir si elle va bien. Quand la dame se retourne, elle révèle une marque sanglante sur sa robe blanche. À ce moment-là, Kat lui rappelle qu'ils doivent partir et elle lui dit de mettre ses déchets dans la poubelle. Jim regarde à nouveau à l'extérieur et constate que la dame a disparu. Puis, c'est son voisin qui sort sur son balcon. Jim remarque qu'il a l'air malade et lui recommande d'aller voir un médecin. Mais le voisin répond qu'il va très bien et il affirme que cette nouvelle grippe n'est qu'un canular destiné à faire gagner plus d'argent aux riches. L'homme offre à Jim un peu de son basilic thaï et Kat lui dit qu'il est temps de partir. Jim conduit sa petite amie au travail et il ralentit pour regarder une scène terrifiante qui se déroule le long de la route. Choqué, Jim accélère et arrive au travail de Kat. Il s'excuse de lui avoir fait voir ça. Kat lui dit que ce n'est pas grave, et son petit ami lui demande de venir dîner ce soir, promettant de lui préparer un bon petit plat, avant de l'embrasser pour se dire au revoir. Plus tard, il repasse devant la scène de crime et remarque que la voiture de police est complètement vide à présent, avant de se diriger vers un restaurant. Il commande un café à emporter et jette un œil à cette publicité pour de nouveaux appartements. Alors, l'employé mentionne que les prix de l'immobilier ont baissé en raison de la pandémie. Tout à coup, la même vieille femme qu'il a vue auparavant entre dans le restaurant. Remarquant que quelque chose ne va pas, ce client se lève et lui demande si tout va bien. La vieille dame se retourne, le visage bouffi et avec un sourire terrifiant sur les lèvres. Elle crache au visage du client, puis se retourne et verse de l'huile bouillante sur l'employé, lui arrachant la chair brûlante du visage avec un sourire sadique. Jim regarde la scène horrible avant de remarquer qu'il est sur le point d'être attaqué à son tour. Il sort du restaurant à reculons et la vieille dame se fait renverser par une voiture sous ses yeux. Mais quand il s'approche pour vérifier si elle est encore en vie, il voit que le conducteur, lui aussi ensanglanté, le regarde avec un sourire. Et il reproche à la femme d'avoir été renversée. Ces gens sont tous infectés. Et Jim réalise à présent que toute sa ville a été envahie par ce tout nouveau virus. Ok, bon, ça commence comme le début d'un film classique de zombies avec une dose supplémentaire de sang et de viscères. Jim est dans une position chanceuse, parce qu'il est encore indemne et non infecté pour l'instant, mais il faut qu'il le reste. Si c'était moi, je chercherais à m'échapper de ces petites rues par tous les moyens possibles. Nous ne savons rien du virus, si ce n'est qu'il semble se propager extrêmement rapidement. D'après ce que nous avons vu à l'intérieur du restaurant et compte tenu de ce que nous savons déjà, il y a de fortes chances que cette invasion de zombies ne fasse qu'empirer à partir de maintenant. Cependant, nous avons de la chance. D'après ce que nous avons vu aux infos, il semble que ce virus ait seulement été limité à Taïwan. Et donc, par déduction, on peut supposer que toute la ville de Taipei sera envahie d'ici quelques jours. Nous avons déjà aperçu la vieille mamie zombie effrayante sur le toit d'un immeuble près de son appartement, ce qui signifie que tout le quartier pourrait déjà être sévèrement infecté. Maintenant, la première chose à laquelle Jim doit penser, c'est à lui-même. Sa petite amie est peut-être la femme la plus incroyable au monde, mais il aura tout le temps de rencontrer d'autres filles une fois cette invasion zombie terminée. Heureusement, il possède une moto, ce qui pourrait s'avérer être l'outil le plus important dont il dispose pour pouvoir sortir vivant de cette ville infectée. Je chercherai à rejoindre ma moto le plus rapidement possible et à me rendre dans une région plus sûre du pays, aussi loin que le véhicule pourrait rouler. Ça signifie également que notre priorité absolue devrait être de trouver une station-service quelque part à la périphérie de la ville afin de faire le plein de carburant pour notre moto.
Retourner chez nous pourrait sembler une option sûre. Mais mis à part la vieille dame, nous savons déjà que notre voisin était malade et présentait tous les symptômes d'un virus potentiel. Nous ne savons peut-être pas s'il est infecté ou non. Mais tous les signes indiquent qu'il s'agit là d'une option dangereuse. En regardant une carte de la région, nous pouvons voir que la plupart des villes sont densément peuplées, avec 25 millions d'habitants dans tout le pays, dont 7,8 millions rien qu'à Taipei. Tout semble indiquer que nous allons devoir vivre dans la forêt pendant quelques semaines et regarder un paquet de vidéos de Bear Grylls pour trouver des conseils de survie. Heureusement, Taïwan dispose d'une nature dense à l'extérieur des grandes villes, ce qui signifie que vivre de la terre est une bonne solution. En trouvant un refuge sûr et en nous mettant à l'abri, nous devrions pouvoir attendre quelques jours, tout en continuant à suivre l'actualité en ligne. C'est une affaire sérieuse, et que le gouvernement taïwanais cherche à étouffer cette affaire ou non, Internet c'est tout. Alors, les gouvernements étrangers apporteront sûrement leur aide pour régler la situation avant qu'elle ne se propage à l'échelle mondiale. En voyant les zombies enragés semer le chaos tout autour de lui, Jim décide de s'enfuir alors que les créatures se rapprochent. Il est poursuivi dans les petites ruelles et se retrouve dans le hall de son immeuble, où il se précipite en fermant la porte derrière lui alors qu'un zombie tente de l'enfoncer. Jim rentre chez lui sain et sauf et se dirige vers le réfrigérateur pour prendre une boisson fraîche. Il se précipite pour vérifier son téléphone, s'assoit et allume la télévision, découvrant que le gouvernement a annoncé un état d'urgence et que presque toutes les chaînes ont été bloquées. C'est alors qu'il entend un haut-parleur à l'extérieur qui informe les citoyens que de nouvelles règles ont été mises en place et que tous les hommes doivent se présenter au bureau du district. Tout à coup, un message grossier lié aux organes génitaux masculins est diffusé. La personne qui utilise ce haut-parleur a été infectée par le virus, et ça provoque un comportement de nature sexuelle très étrange. Jim envoie un SMS à sa petite amie pour s'assurer qu'elle va bien. Il lui dit que les gens deviennent fous dans toute la ville, et il lui demande de rester où elle est pour qu'il puisse la retrouver. Tout à coup, le voisin, maintenant infecté, attaque Jim avec une paire de ciseaux. Il lui demande ce qui se passe, et 2 de ses doigts sont coupés. Il pousse son voisin au sol et serre sa main en haletant de douleur. Son voisin bouffe son doigt et il lui dit qu'il va désormais prendre bien soin de sa petite amie. Jim lui éclate la tête avec une petite poubelle portable et attrape son téléphone avant de courir à l'extérieur. Il couvre sa main avec un chiffon et entend le bruit des zombies affamés tout autour de lui. Terrifié, il avance dans la ruelle et quand il regarde au coin, il voit cet homme se faire torturer, brutalement piétiner et se faire casser le bras. Jim profite de la distraction pour s'enfuir, mais il va bientôt se retrouver dans un monde en proie au chaos. Il parvient à rejoindre sa moto et remarque une horde juste devant lui. Prudemment, il démarre son 2 roues avant que les zombies ne se retournent, et ils se précipitent tous vers lui dès qu'ils l'entendent. Pendant ce temps, sa petite amie Kat est assise dans un train bondé au milieu de gens qui rentrent du travail, et elle n'a aucune idée que la menace zombie est devenue aussi grave. Cet homme d'affaires plus âgé lui demande ce qu'elle lit, en commentant le fait que tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone de nos jours. Kat le remercie de sa gentillesse, mais elle explique qu'elle souhaite simplement se concentrer sur son livre. L'homme d'affaires revient à la charge en lui disant qu'il l'a vu presque tous les jours dans le train, et il lui avoue qu'il n'est pas indifférent à son charme. Il continue de la harceler, et Kat finit par le menacer d'appeler la police si l'homme d'affaires ne la laisse pas tranquille. Quand il entend ça, il se met à marmonner sur le fait que les femmes le rejettent tout le temps. Et alors que Kat offre sa place à cette jeune femme corpulente Molly, l'homme aux lunettes de soleil se met à pleurer. Il prend un couteau et poignarde un autre passager dans le dos. Il continue à poignarder d'autres personnes dans le train, et la panique s'empare du train tout entier. C'est une scène terrifiante, et elle est sur le point de se transformer en un véritable bain de sang. Kat se lève sous le choc et l'autre femme lui demande avec horreur ce qui se passe. L'homme aux lunettes de soleil continue de poignarder brutalement des passagers innocents, couvrant tout le wagon de sang. Il continue de massacrer les passagers jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés et immobilisés. Kat affirme que l'incident est résolu. Mais ça, ce sera sa plus grosse erreur. Ok, ça a vraiment mal tourné, et vraiment vite. Il y a une foule gigantesque à l'intérieur de ce wagon qui est sur le point d'être infectée, et Kat ne devrait pas être aussi calme et penser que tout est fini. En fait, ce n'est que le début. La première chose qu'elle devrait faire est d'éviter tout contact avec d'autres humains et avec les fluides qui ont giclé dans le train. Nous devrions chercher à nous lever et à nous éloigner des lieux, notre première action étant de courir alerter le conducteur du train. En 2014, un incident survenu à Taipei a donné lieu à une violente série d'agressions au couteau qui a causé la mort de 4 passagers et blessé 24 autres personnes. Depuis lors, des agents de police ont été affectés en permanence à chacune des 109 stations de métro de la ville.
un député du KMT, Lin Tifu, a suggéré que les passagers auraient dû rapidement appuyer sur le bouton d'urgence, reprochant aux passagers leur manque de bon sens. Bien que cette déclaration puisse sembler extrêmement insensible, elle pourrait s'avérer applicable en ce moment même. Tous les gens sont trop effrayés pour bouger. Il est donc de notre devoir de trouver un moyen de sortir de cette situation terrifiante. Maintenant, nous allons tout de suite devoir nous équiper d'une arme. Et heureusement pour nous, il y a un panneau pointant vers le bas juste ici qui indique un extincteur juste là. Les trains de Taipei, comme la plupart des autres réseaux ferroviaires dans le monde, sont équipés d'extincteurs portatifs en cas d'urgence. Même s'il ne s'agit peut-être pas d'un incendie, c'est clairement une situation d'urgence. Ce serait une arme suffisamment efficace pour repousser tout agresseur, au cas où nous en aurions besoin. Si le conducteur ne réagit pas ou est trop effrayé pour sortir et aller voir ce qui se passe, nous devrons peut-être même prendre le contrôle du train pour nous en sortir. Mais soyons réalistes, nous sommes tous humains. Et personne ne sait exactement comment il réagirait dans une situation réelle de vie ou de mort comme celle-ci. Nous pourrions utiliser notre extincteur flambant neuf pour enfoncer la porte du conducteur et le forcer à arrêter le train et à ouvrir les portes. Et de là, nous pourrons nous échapper sans être blessés. Tout à coup, d'autres passagers commencent à se transformer, provoquant des scènes horribles dans tout le train. Et les filles ne peuvent rien faire d'autre que regarder. À ce moment-là, Molly est poignardée à l'œil avec un parapluie. L'homme d'affaires exige qu'elle la ferme avant d'être plaquée au sol. Les passagers paniqués se précipitent hors du train dès que les portes s'ouvrent, et Kat dirige la jeune fille à l'extérieur, laissant son téléphone derrière elle. Elles ont peut-être échappé au pire, mais cet homme d'affaires est prêt à tout pour leur rendre la vie impossible. En sortant du terminal, Molly tombe dans sa course, et elle dit à Kat de la laisser derrière. Mais Kat lui dit de continuer à avancer jusqu'à ce qu'elle trouve un hôpital pour soigner son œil. L'homme d'affaires les appelle, et Kat réalise qu'elles doivent partir maintenant. Au lieu de quoi, elle risque une mort absolument atroce. Elles sont poursuivies à travers le terminal par l'homme quand elles se heurtent à un garçon qui porte un bandana, et il les engueule avec colère pour l'avoir bousculée. Il se rend alors compte que Molly est blessée, et il demande ce qui leur est arrivé. Kat le supplie de les aider. Lorsque l'homme d'affaires arrive, le garçon lui reproche d'avoir fait du mal à une jeune femme innocente, et il parvient à lui arracher son parapluie. Mais il est ensuite mordu au nez, et il se fait carrément arracher le cartilage du visage alors qu'il hurle de douleur. Pour finir, l'homme d'affaires casse la boîte de secours et en sort une hache qu'il abat sur la tête du jeune homme, le tuant sur le coup. Les filles continuent de s'enfuir vers la sortie alors que l'agent de sécurité commence déjà à fermer l'accès devant elles. Elles se ruent encore plus vite vers la sortie et parviennent de justesse à se glisser par l'ouverture, à peine un instant avant que le rideau métallique ne se referme. Elles se retrouvent face au garde de sécurité qui leur dit qu'il avait peur qu'elles soient infectées. Et ils voient tous l'homme d'affaires passer sa langue à travers une ouverture dans la porte avant que le garde ne les dirige vers un hôpital tout proche. Au même moment, Jim continue de rouler dans les rues désertes, se demandant si cette invasion est le résultat d'une attaque organisée, d'une épidémie provoquée par la drogue ou de quelque chose de plus sinistre encore. Il envoie un message vocal pour demander que les violences cessent. Dans la rue principale, il est poursuivi par un autre zombie, et il finit par s'engager dans la campagne, où il jette un œil sur un lieu d'accident avant de continuer sa route. Il s'arrête en réalisant que ses doigts ont ensanglanté tout le tissu qui les entourait. Il sort sa main amputée de 2 doigts et constate que sa blessure s'aggrave. Il décide alors de prendre du ruban adhésif qui était sur sa moto et d'enrouler ses autres doigts ensemble. Il vérifie ensuite son téléphone et constate que ses messages n'ont toujours pas été lus. Jim sort ce tournevis, mais il se rend compte qu'il aura besoin d'une arme plus puissante. Alors il prend une machette sur le bord de la route. C'est alors qu'il remarque des zombies non loin de lui. Il s'accroupit, se cache derrière une poubelle et voit un groupe de lycéens en train de frapper un homme innocent, lui défigurant le visage et l'assommant complètement. Ils enroulent sadiquement un fil de fer autour du poteau contre lequel il était assis et déplacent son corps jusqu'à l'autre côté du terrain. Tout à coup, les garçons se précipitent vers le poteau et ils écrasent les parties génitales de l'homme contre le fil barbelé. Quand il voit ça, Jim s'approche et pousse un des lycéens au sol. Son copain attrape une batte de baseball et la balance sauvagement sur Jim, mais il parvient à la lui arracher et à frapper le gamin. Il s'approche de l'homme menotté et le retourne, découvrant son visage complètement défiguré. C'est alors que l'homme attrape Jim et il se plaint qu'il n'aurait jamais dû les arrêter, parce que ça répondait parfaitement à ses besoins sexuels. Terrifié, Jim recule alors que les gamins reviennent, et il court vers sa moto pour s'éloigner de cette folie furieuse. Ok, il est temps d'arrêter de jouer les héros.
Au vu de ce qui vient de se passer, il semble qu'aider les gens ne rapporte rien, et Jim ferait mieux d'arrêter pendant qu'il est encore temps. Le jeune homme aurait facilement pu se retrouver dans une situation mortelle face à ces monstres effrayants, mais le plus choquant, c'est que l'homme torturé semblait aimer ça. La situation est devenue extrêmement préoccupante, et ces zombies ne connaissent aucune limite. Maintenant, même si nous avons besoin d'un peu de temps pour nous remettre mentalement de cette scène, je pense que c'était une mauvaise idée de quitter ce terrain de basket sans prendre certains des objets les plus utiles pour la suite du voyage. Nous n'aurons certainement pas beaucoup d'occasions de nous approvisionner en équipements tels que des battes de baseball comme celle-ci, étant donné que nous sommes à la campagne. Il serait donc dans notre intérêt d'affronter ces ennemis et de leur prendre certaines de leurs affaires. Si c'était moi à la place de Jim, j'attendrais la nuit pour que les monstres s'en aillent. Mais on sait aussi que Kat pourrait être attaquée à tout moment, donc on doit agir maintenant. En plus, ce ne sont que des gamins, donc on peut essayer d'en provoquer un pour qu'il nous attaque de front, en restant bien planqué derrière le grand bac à déchets verts comme couverture si nécessaire. Cependant, étant donné que Jim a 2 doigts amputés, ça pourrait compliquer quelque peu les choses. Nous savons que l'échange de fluide corporel pourrait être un facteur d'infection. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de brandir notre machette n'importe comment au risque d'être aspergés de sang de zombies. Jim pourrait utiliser ce petit trou dans la clôture pour se glisser à l'intérieur et à l'extérieur du terrain de basket et éliminer les ennemis un par un. Une fois que nous aurons une de leurs battes de baseball, nous pourrons viser les jambes pour immobiliser les ennemis au lieu de viser la tête. Il pourrait être dangereux d'attaquer directement le crâne, au cas où leur sang viendrait à éclabousser une quelconque plaie présente sur notre corps. Pendant ce temps, Kat arrive à l'hôpital et supplie les policiers de la laisser entrer. Ils ouvrent la porte et font entrer le duo tout en appelant une infirmière pour soigner la blessure de Molly. L'infirmière arrive avec un thermomètre et examine les yeux de Molly à l'aide d'une lampe torche. Mais le policier révèle que les urgences sont prises d'assaut par des zombies et qu'ils vont donc tous devoir attendre ici pour le moment. On donne une compresse à Molly pour appuyer sur sa blessure, et on lui dit qu'elle souffre probablement d'une commotion cérébrale et qu'elle va devoir passer un scanner. L'infirmière l'emmène en fauteuil roulant pour la soigner, mais Molly s'arrête tout à coup. Kat demande à l'infirmière de les laisser seuls, et se serrant les mains, Molly en larmes remercie Kat de lui avoir sauvé la vie. Tard, les survivants regardent la télévision pour savoir ce que le gouvernement va annoncer ensuite. Kat demande son téléphone au garde de sécurité. Elle le prend et ouvre l'application Line. C'est alors qu'une annonce commence à la télévision dans laquelle un représentant du gouvernement informe les citoyens que le pays se trouve dans une situation très grave et que l'implication de la presse sera limitée dans cette affaire. L'agent de sécurité panique en voyant Kat utiliser son téléphone, mais elle lui dit qu'il lui doit bien ça puisqu'il a failli la faire tuer. À la télévision, le président prend la parole pour saluer ses concitoyens et il s'excuse pour cette annonce tardive. Il assure qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour trouver un moyen de contrer ces menaces, mais il précise qu'il ne s'agit pas d'une invasion chimique et qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Pour l'instant, le président continue d'affirmer que le virus Alvin pourrait avoir un lien avec la crise actuelle, mais il n'est pas en mesure de se prononcer clairement. Il exhorte les citoyens à s'unir et ne leur laisse aucun espoir que la menace disparaisse. Les autorités gouvernementales suggèrent qu'il s'agit probablement d'une maladie contagieuse qui transforme les gens normaux en tueurs sanguinaires, estimant que l'infection a déjà touché entre 15 et 20% de la population. Il poursuit en disant qu'il y a 4,5 millions de personnes infectées en liberté et qu'il va falloir se serrer les coudes pour pouvoir survivre. Tout à coup, le responsable se met à transpirer abondamment et ses pupilles se foncent. Il fait une courte pause pour fermer les yeux, puis les rouvre et attrape violemment le président. Il sort une grenade de sa poche, en mord la goupille et colle la grenade dans la bouche de l'homme, lui poussant le visage face à la caméra afin que tous les citoyens taïwanais puissent voir l'explosion horrible. La diffusion est coupée et les survivants commencent à se disputer et même à se battre en argumentant sur la politique. Kat observe le chaos qui s'installe et les agents de sécurité se retrouvent contraints de sortir leurs armes. L'agent de sécurité attrape Kat par les cheveux et lui demande avec violence de lui rendre son téléphone, ce qui oblige Kat à lui donner un coup de coude au visage. Il donne un coup de pied à la jeune fille tout en se tenant le nez. Et c'est là qu'elle remarque quelque chose de terrifiant. Elle aperçoit le même homme d'affaires qu'auparavant qui attend à la porte, inclinant la tête vers elle et exhibant sa hache. Il enfonce la porte et poignarde le policier dans le dos. Alors, Kat s'enferme dans la zone de sortie de secours, empêchant le garde de sécurité de récupérer son téléphone. Elle s'enfuit alors que l'enfer se déchaîne dans la salle d'attente, les zombies envahissant tout l'hôpital et tuant brutalement quiconque n'était pas encore infecté. Ok, Kat vient de commettre une terrible erreur en se laissant emporter par le moment présent, ce qui pourrait coûter la vie à des dizaines d'innocents. Elle était la seule à savoir que cet homme d'affaires dangereux était sur le point de passer à l'action. Et ça lui a coûté le seul refuge sûr qu'elle avait dans toute la ville.
Nous savons que ce virus se propage à une vitesse alarmante, et cet agent armé vient d'être éliminé, ce qui signifie que nous n'avons plus aucun moyen de nous défendre. Maintenant, qu'aurait pu faire Kat dans la folie qui vient de se produire? Crier pour attirer l'attention de l'agent pouvait ne pas fonctionner compte tenu de ce qui venait de se passer et de la distance qui nous séparait de la porte. Mais nous aurions pu prendre le risque de lancer le téléphone du garde de sécurité en direction de la porte. Ça peut paraître risqué, surtout qu'on aura encore besoin de contacter notre petit ami Jim. Mais je suis sûre que quelqu'un nous aurait prêté un téléphone, après avoir réalisé qu'on venait de sauver la vie de tout le monde. De cette façon, on aurait peut-être pu tourner l'attention du policier vers l'extérieur, et il aurait fini par voir l'homme d'affaires et pu lui tirer dessus. Parce que, soyons honnêtes, il n'y avait aucune chance qu'on rate le fait que ce type a l'air infecté. Cependant, maintenant que nous venons de lever la seule barrière qui séparait la salle d'attente du monde extérieur, nous devons emmener ce groupe de retardataires vers un nouvel endroit. Le mieux serait de trouver un véhicule qui pourrait facilement nous sortir de la ville. Mais Taipei doit grouiller d'infectés, et nous en savons désormais un peu plus sur les zombies. Ils possèdent des caractéristiques humaines et sont capables de manier des armes. Ce ne sont pas les créatures sans cervelle auxquelles on est confronté d'habitude. Il faudra donc un peu plus d'habileté pour les affronter. En réalité, dans toute situation impliquant des zombies, il vaut mieux prendre de la hauteur. Et celle-ci ne fait pas exception. Taipei regorge d'immeubles très hauts. Et les environs de l'hôpital national universitaire de Taïwan sont remplis de salles de concert, de centres sportifs et d'hôtels qui pourraient servir de refuge de remplacement. Si possible, le meilleur endroit où rester serait le toit d'un hôtel. Comme ça, nous occuperons les positions surélevées et nous pourrons apercevoir tout infecté qui se dirigerait vers nous. Ce qui nous permettra de repousser facilement les assaillants malgré nos ressources limitées et d'être visibles par les équipes de secours qui pourraient passer près de Taipei. Le gardien de sécurité aperçoit Molly blessée et abattue, et il décide de se cacher sous le lit d'un patient. L'homme d'affaires s'approche et remarque qu'elle est immobile. Il attire son attention et lui demande où est passée son amie Kat. Tout à coup, il enlève sa veste et fait quelque chose de si horrible qu'on ne peut pas le montrer sur YouTube. En bref, cet homme d'affaires est un tueur sadique sans aucune morale. Pendant ce temps, Jim s'arrête devant une cabane pour consulter son téléphone. Il voit les messages que Kat lui a envoyés, révélant qu'elle se trouve à l'hôpital universitaire national de Taïwan et qu'elle n'est pas blessée. Il appelle sur ce numéro et Kat décroche, établissant ainsi leur première communication depuis le début de la menace zombie. Jim lui dit qu'il est en route, et sa petite amie en panique lui explique que tout le monde est devenu fou à l'intérieur de l'hôpital et qu'elle ne sait pas quoi faire. Jim demande à la jeune fille de se calmer. Il lui révèle que la route principale est bloquée, ce qui signifie qu'il devra faire un grand détour. Mais il assure à Kat qu'il sera là. Il ordonne à sa petite amie de trouver un endroit où se cacher et de lui envoyer sa position. Mais Kat lui rappelle qu'elle utilise le téléphone d'un inconnu et qu'elle ne peut que répondre aux appels et ne peut pas en émettre. Jim dit à la jeune fille qu'il sera là dès que possible et il lui demande de mettre son téléphone en mode silencieux pendant qu'elle attendra. C'est alors que Jim aperçoit une tête de mannequin féminine gisant dans l'eau. Tout à coup, la tête de poupée se transforme en un visage humain et elle commence à agiter sa langue de manière effrayante en direction de Jim. Il reprend ses esprits en entendant la voix de Kat au téléphone, mais c'est le signe que quelque chose ne va vraiment pas. Kat le supplie de répondre et elle lui rappelle qu'elle l'aime. Jim avoue simplement qu'il était un peu sonné et il lui assure qu'il sera bientôt là avant de raccrocher. Il regarde ensuite au loin et se rend compte que toute la ville est plongée dans le chaos. Ok, quelque chose ne va pas du tout chez Jim et il n'a aucune idée qu'il est sur le point de se transformer en zombie fou et obsédé sexuel. Ça ne sert à rien de continuer à chercher sa petite amie si tout ce qu'il veut c'est la bouffer. Et il semble que le mystérieux virus Alvin ait déjà pénétré son corps. Les doigts de Jim ont été coupés depuis au moins 2 heures maintenant, étant donné que cet endroit semble être à environ 1 heure de la ville. À ce stade, nous n'avons pratiquement aucune idée du fonctionnement de ce virus, de ce qu'il fait après avoir pénétré le cerveau, ni de la manière de l'arrêter. Nous savons déjà que ce virus peut infecter le corps humain en quelques secondes, et ça ne semble pas différent pour nous ici. Il y a aussi le fait que Kat est coincée dans un hôpital transformé en terrain de chasse à zombies, où elle pourrait être attaquée à tout moment. Nous ne savons pas si toutes les routes qui mènent à l'hôpital NTU sont bloquées, ce qui pourrait grandement compromettre le plan de sauvetage de Jim. Bien sûr, nous pouvons toujours supposer que la vision d'un mannequin qui prend vie est due à la déshydratation. Mais soyons réalistes, il est absolument impossible que nous voyions des choses après seulement quelques heures sans avoir bu. Au lieu de partir à l'assaut avec un feu nourri de zombification, nous devrions plutôt trouver un endroit sûr où nous enfermer pour le moment. Cette cabane à côté de laquelle Jim se tient pourrait être un endroit approprié pour nous mettre à l'abri. Bon, pour être honnête, nous ne pouvons pas faire grand-chose dans notre situation actuelle. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est mieux que rien.
la méthode Wim Hof. Elle a déjà été utilisée dans le passé pour lutter contre des virus dangereux. Le fondateur lui-même a fait une démonstration en direct en se faisant injecter une endotoxine qui fournit une structure et une protection aux bactéries qui pénètrent dans l'organisme. C'est peut-être un coup de poker, mais Jim va se réveiller d'une seconde à l'autre et toute la mission aura été vaine. Alors autant faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher ça. Wim Hof affirmait pouvoir influencer sa propre réponse immunitaire grâce à une série de techniques de respiration simples. Bien qu'elle ne soit pas mortelle, l'endotoxine injectée dans son corps était suffisante pour guérir n'importe quelle maladie humaine normale. Mais grâce à ces techniques particulières, il a réussi à accomplir ce que plus d'une centaine d'autres personnes n'ont pas pu faire. Jim pourrait tenter la même chose pendant qu'il attend patiemment dans la cabane, en pratiquant les exercices de respiration profonde recommandés pendant 15 à 20 minutes pour rester sain d'esprit. Mais bon, dans les faits, nous aurions probablement besoin d'un peu plus que ça si le virus Alvin pénétrait vraiment dans notre corps. Pendant ce temps, l'agent de sécurité sort de sa cachette et découvre un groupe de zombies en train de gémir. Il regarde les zombies en rut en train de se livrer à des actes sexuels, couverts de litres de sang. Terrifié, il passe rapidement devant la horde distraite et traverse le couloir où il découvre Molly accroupie au-dessus d'un corps déchiqueté. Le garde de sécurité s'approche lentement et fait basculer un instrument médical par inadvertance. Et quand il voit Molly se retourner, elle a la bouche pleine de chair. À ce moment-là, elle attrape un cutter circulaire et explique de manière effrayante qu'elle n'a jamais eu d'amis. Le garde de sécurité recule et est agrippé par les zombies tout nus, hurlant pour sauver sa vie. Et l'homme est finalement brutalement éventré et ne peut rien faire d'autre que souffrir. Kat attend dans l'escalier quand elle entend des zombies entrer dans la pièce. Elle s'enfuit avant qu'ils ne puissent la trouver et retire frénétiquement ce cadre métallique pour le coincer entre les poignées des portes. Alors que les zombies tentent de passer, elle recule et tombe sur cette grille verrouillée. Et elle entend une voix humaine l'appeler. C'est l'homme d'affaires et il dit à Kat qu'elle va mourir. Elle court vers l'autre côté du couloir alors que l'homme d'affaires parvient à se faufiler entre les battants. Et il utilise sa force pour plier le cadre. L'homme attrape sa hache et avance lentement dans le couloir, en mentionnant que Molly a déjà été sauvagement tuée. Il fait des commentaires grossiers sur la jeune fille, avant d'entrer dans la pièce voisine. Alors que Kat se cache, il remarque qu'un des extincteurs a disparu. Et quand il se retourne, il voit Kat qui le tient fermement, et elle asperge l'homme avant de l'envoyer au sol. Kat lui fracasse brutalement le visage, et elle se retrouve couverte du sang de sa victime. La porte s'ouvre, laissant apparaître un homme vêtu d'une combinaison de protection. Kat aperçoit d'autres zombies qui se dirigent vers elle, alors elle se précipite à l'intérieur. Elle regarde les zombies à l'extérieur recouvrir les caméras de surveillance, tandis que Monsieur Wong, ici, ordonne à Kat de se menotter, sinon il tirera sur elle. Elle décide de se rapprocher et de se menotter. Wong ouvre le robinet de la douche et il enlève son masque, s'excusant en expliquant qu'elle se fait asperger d'une solution désinfectante chimique. C'est alors que l'homme suggère qu'elle pourrait être immunisée contre le virus, et il referme le robinet, ordonnant à Kat d'enlever ses vêtements contaminés et de continuer à se doucher. Kat lui demande qui il est, et Wong révèle qu'il est virologue. Il explique ensuite qu'il s'est réfugié dans le bloc de la maternité, dont les portes sont les plus solides de l'hôpital. Une fois qu'elle a fini de prendre sa douche, Monsieur Wong fait remarquer que Kat aurait déjà dû présenter des symptômes si elle avait été infectée, et il l'informe qu'il va lui prélever des échantillons de sang. Il s'excuse de l'avoir menacée avec une arme. Il dit à Kat qu'il s'agit d'une arme imprimée en 3D, et qu'il ne lui reste que quelques balles. Il explique que le virus a été négligé pendant 1 an, parce que le gouvernement ne voulait pas risquer un confinement national. Et il mentionne que chez une personne infectée, le virus affecte le système limbique dans le cerveau qui relie les zones qui régulent l'agressivité et les pulsions sexuelles. Il continue avant de mentionner qu'ils doivent faire le test sanguin. Kat sort son téléphone de la poche de son pantalon avant de le mettre dans un sac poubelle, quand tout à coup, elle remarque que le sac bouge tout seul. En vérifiant la poubelle, elle voit un bébé infecté à l'intérieur. Cet homme est en train de mener des expériences sadiques, et tout le pays semble devenir complètement fou. Wong panique et injecte rapidement un produit à Kat avant de la pousser dans la douche. Et il lui explique qu'elle vient d'être infectée par le virus Alvin. Si elle n'est pas zombifiée dans les 5 minutes, alors il l'emmènera sur le toit où un hélicoptère les attend. Ok, c'est complètement insensé. Nous connaissons maintenant certains détails importants qui expliquent pourquoi ces humains infectés agissent de manière si dérangeante. Et tout ça commence à être beaucoup plus clair. Cependant, nous allons probablement devoir pardonner à cet homme d'avoir caché des bébés zombies infectés. La nature hypersexualisée de ces zombies vient d'être clairement expliquée, ce qui rend la situation encore pire que ce que nous pensions au départ. Maintenant, cet homme peut donner une impression inquiétante.
Mais qui ne le serait pas coincé dans cette petite pièce au milieu d'un hôpital infesté de zombies? À présent, il pourrait être judicieux de prendre les paroles du virologue pour argent comptant, puisqu'il étudie le phénomène depuis 1 an. Mais il y a définitivement quelque chose qui cloche chez lui. Cependant, aussi effrayant qu'il puisse paraître, cet homme est notre seule chance de sortir vivant de l'hôpital. Nous ne savons pas dans quelle direction cet homme va nous emmener, mais d'après nos propres observations et les informations que ce virologue vient de nous donner, ce sera un voyage dangereux à l'extérieur. Nous avons déjà vu des dizaines d'humains infectés errer dans les couloirs de l'hôpital, et il ne fait aucun doute que certains d'entre eux nous attendent déjà dehors. Ces créatures sont intelligentes, et contrairement à l'idée que nous nous faisons généralement des zombies, ceux-là sont toujours humains au fond. Ça a une grande importance, parce que nous venons de voir les petits potes de l'homme d'affaires couvrir la caméra de surveillance de Wong dans le couloir. La seule raison pour laquelle il ferait ça, c'est pour dissimuler un piège qui nous attend. Alors nous devrions anticiper avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Si c'était moi à la place de Kat, je préviendrais le virologue que son pistolet imprimé en 3D ne fonctionnera probablement pas dans une situation réelle de vie ou de mort. Bien sûr, c'est mieux que rien, mais les armes imprimées en 3D sont connues pour être défectueuses. Et elles se cassent généralement après 1 ou 2 tirs. Elles sont assemblées avec des pièces en plastique, ce qui les rend beaucoup moins résistantes que les armes en métal. Nous ne pouvons pas prendre de risques, surtout après être arrivés aussi loin. Alors, Kat doit informer le virologue que leur vie sera en danger dès qu'ils mettront le pied à l'extérieur de ce laboratoire de fortune. Heureusement pour nous, il y a beaucoup d'équipements utiles cachés à l'intérieur, mais nous avons affaire à des créatures non conventionnelles, ce qui signifie que nous allons devoir utiliser des méthodes tout aussi peu conventionnelles pour nous échapper sans être blessés. Même si ça peut sembler inhumain, ces bébés pourraient être la clé qui nous permettra de sortir d'ici vivants. Ces bébés infectés n'ont aucune chance de survivre, mais ils pourraient s'avérer utiles si nous les emmenions avec nous comme appât. Sachant qu'il pourrait y avoir des zombies qui nous attendent à l'extérieur, nous devrions rouler cette poubelle remplie de bébés à l'extérieur pour faire diversion. Nous pourrions en garder 1 ou 2 avec nous pour la route et les jeter sur quiconque viendrait nous attaquer, en espérant que ça nourrirait l'appétit des zombies et causerait une distraction suffisante pour nous permettre d'atteindre le toit en toute sécurité. Wong insiste sur le fait que les bébés dissimulés ici auraient été tués à l'extérieur, alors il a décidé de faire une expérience sur eux au lieu de ça, sachant qu'il n'y avait aucun moyen de les sauver de toute façon. À ce moment-là, Kat souffle sur le téléphone du garde de sécurité, ce qui révèle son code grâce à la condensation. Kat envoie frénétiquement un SMS à son petit ami, mais elle ne se rend pas compte qu'il est peut-être déjà trop tard. Wong reçoit un message lui disant de monter dans 5 minutes, et il enfile une combinaison de protection. Puis, il ouvre le rideau de douche et demande à Kat comment elle se sent. Il se dirige vers l'extérieur en faisant attention à ne pas se faire repérer par les zombies, mais Kat remarque que la hache a disparu. Tout à coup, le copain de l'homme d'affaires tranche le pied de Wong. Le virologue parvient à l'abattre, mais il n'a pas le temps de recharger son arme avant que son ami n'arrive et fasse dégouliner une substance gluante et répugnante sur son pied amputé. Kat transporte l'homme dans les couloirs quand Jim apparaît enfin. Mais quelque chose ne va pas du tout chez lui. Il affiche un sourire terrifiant et remercie Wong d'avoir protégé sa petite amie, tout en menaçant de lui couper le pénis. Jim avance, tandis que le virologue tire plusieurs coups de feu vers lui, mais son arme s'enraye. Kat lui arrache la clé de l'issue de secours de la ceinture, puis Jim le poignarde au cou. L'homme se transforme alors et avoue avoir tué les bébés intentionnellement, et il dit même y avoir pris du plaisir. Kat ouvre frénétiquement la grille d'accès et entre avant que Jim ne puisse la suivre. Il s'agenouille et supplie Kat de lui ouvrir. Elle s'approche alors et lui demande comment il se sent sous l'effet du virus. Jim lui répond que c'est une sensation incroyable. Il avoue son amour à Kat, avant de lui dire qu'il kifferait lui couper les seins et lui défoncer la gueule. En bref, le jeune homme a toujours son humanité en lui, mais son esprit est devenu complètement fou. Kat se met à pleurer à chaudes larmes avant de courir à l'étage, réalisant qu'il est temps pour elle de se trouver un nouveau mec. De son côté, Jim reste immobile, un sourire figé sur le visage, incapable de savoir s'il reviendra un jour à la normale. The Sadness, un film très intéressant, qui fait un peu penser à une autre époque, mais dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de consulter la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!